Donc aujourd'hui on se retrouve avec Chris Nelson qui va nous parler un petit peu d'elle, de son parcours et de toutes les choses extraordinaires qu'elle fait. Parce que oui, aujourd'hui, c'est un rôle de gain. Oui, je vais baisser la tête. Comment ça va, Chris? Ça va, merci, et toi? Ça va, merci. Alors, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Où as-tu étudié? Quel est ton parcours académique? Dis-nous-en un petit peu plus, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Chris Nelson, j'ai 25 ans. Je suis née et j'ai grandi en Guyane. Donc j'ai fait ma scolarité à Sainte-Thérèse et à l'Externat. Après le bac, je suis partie en métropole pour les études, puisque j'ai choisi de faire une prépa. J'ai intégré une école en prépa intégrée, donc l'école s'appelle l'Université de technologie de Compiègne. Donc j'ai fait une prépa intégrée. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas en... Enfin, il y a deux cursus pour devenir ingénieur. Donc je savais pas forcément que je voulais l'être, mais ça semblait être pas mal comme métier à l'époque. Okay. Donc il y a deux cursus. C'est soit on fait une prépa intégrée, soit on fait une prépa classique avec à la fin un concours, et soit on fait 3 ans de DUT, IUT, et après on intègre l'école en cycle vraiment ingénieur. Et donc moi j'ai fait une prépa intégrée. Donc l'avantage, c'est que tu es déjà dans l'école, t'as pas de concours à passer, mais il y a quand même la pression du il faut passer au semestre suivant. D'accord. Et lorsque tu as eu ton bac, comment est-ce que l'envie de devenir ingénieur est apparue? Pourquoi ingénieur? Pourquoi cette filière? Ah, elle est venue longtemps après. D'accord. C'est venu longtemps après, et après le bac, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une prépa parce que ça semblait être assez général. Je voulais pas lâcher les maths, la physique, un peu les SVT, mais j'aimais moins. Et c'était une bonne façon de continuer à améliorer mes compétences dans ce domaine-là. Ok. Ouais. Donc c'est un peu la filière... je ne sais pas quoi faire, mais j'aime la science. Donc j'ai fait la prépa et... j'ai bien aimé tout ce qui était mécanique, physique au final, et donc j'ai commencé mes études après d'ingénieur mécanique. Et ça consiste en quoi l'ingénierie mécanique? Alors l'ingénierie mécanique, c'est très vaste, mais moi du coup je vais expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai une spécialisation en matériaux, et c'est concrètement là dans la voiture, c'est savoir si les matériaux, par exemple les pièces du moteur, elles vont résister les unes par rapport aux autres en fonction de la sollicitation, en température, si tu tires dessus, si ça se cogne. C'est être sûr que ça va résister à ce qu'on en fait en fait, par rapport à l'utilisation. Mais l'ingénierie mécanique, c'est plein de choses. C'est designer la voiture, c'est l'électronique dans la voiture, c'est industrialiser la voiture, c'est vraiment plein de domaines. Et c'est dans ce domaine-là que tu es formé? Moi, j'ai vraiment une spécialisation en matériaux parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de la physique en fait. Et je trouve que c'était le moyen de comprendre au mieux comment fonctionnent les choses. Parce qu'on entrait vraiment dans un matériau, t'as les molécules, savoir comment elles interagissent, pour durcir un matériau, savoir qu'est-ce qu'il faudrait ajouter. Savoir qu'est-ce qu'il faut ajouter comme élément chimique. Ça aussi, ça ira dans le oui, oui, on est d'accord. Hein. Donc savoir quoi ajouter comme élément chimique, comment solliciter, comment augmenter en température, comment faire refroidir. Enfin, c'était super intéressant. Ok. Et au niveau de ton... Parce que souvent on dit que le cadre familial va définir la personne qu'on va devenir. Est-ce que tu as des frères et sœurs? C'est quoi ton cadre familial? Comment est-ce que tu as grandi? J'ai grandi avec ma famille, mes deux parents, donc mon père et ma mère qui sont enseignants, et j'ai une petite sœur. D'accord. Voilà, et dans un cadre familial quand même où on est quand même très proches les uns des autres. On n'est pas, moi je trouve qu'on n'est pas une très grande famille, mais on est quand même une bonne famille. On est 10 petits enfants, donc
il y a 9 filles, un garçon. Et on a vraiment grandi en étant proches. Vraiment, mes cousines et moi, on est quand même très proches les unes des autres. C'est super. Et mon cousin aussi. Tu l'as oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Parce qu'il est isolé, c'est mal. Non, non, je suis agréablement même surprise et très contente de voir comment on a tous grandi en fait dans la famille. Des personnes très, très matures, avec de très fortes personnalités, tous quasiment autant qu'on est, et de l'entente qu'il règne encore. Et quel rôle joue ta famille dans ton parcours professionnel aujourd'hui? Le support, vraiment un bon support émotionnel déjà. Donc tout le monde n'a pas compris ce que j'ai fait comme étude. Je pense que jusqu'à maintenant ils savent. D'accord. Ils savent pas forcément l'expliquer, mais toujours ok. Ouais, et vraiment mes parents, surtout mon père, c'était même si je comprends pas ce que tu fais, même si toi-même parfois tu ne sais pas ce que tu veux faire, juste fais. Mais par contre, sois très forte dans ce que tu fais. Ouais. Voilà. On t'accompagne, mais sois bonne dans ce que tu fais. Voilà, c'est juste ça. D'accord, super. Donc prépa. Ensuite, après la prépa, qu'est-ce que tu as fait? Après la prépa, je suis restée du coup à Compiègne en école d'ingénieur. Et donc ingénierie mécanique, avec des voyages et après spécialisation dans les matériaux. Ok, et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces voyages? Oui. Donc à l'UTC, je vais parler un peu du fonctionnement de l'école. Donc l'UTC, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un mode de fonctionnement qui est assez américanisé, entre guillemets. Donc on est noté avec des lettres, il y a plein d'associations sur le campus, on choisit nos cours. Et il y a aussi des opportunités de faire des semestres à l'étranger. De toute façon, maintenant en école d'ingé, c'est obligatoire. Donc, entre le moment où j'étais en prépa et le moment où je suis entrée en école d'ingénieur, j'ai eu un mois d'intersemestre que j'ai passé en Irlande dans une ferme pour améliorer mon anglais et passer du temps en fait en Irlande parce que j'adore le pays. Avec des animaux, à découvrir le mode de fonctionnement, comment gérer en fait des moutons, à quelle fréquence nourrir des raccoon dog, je sais plus comment ça s'appelle en français, des ratons laveurs, voilà, des ratons laveurs. Il y avait des kangourous, il y avait des serpents. C'était quand même une très très belle expérience. Alors pourquoi? Parce que tu sais. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 19 ans, je crois. À 19 ans, c'est pas forcément le rêve de tout le monde d'aller dans une... Non, mais je dis les choses. C'est vrai. Dans une ferme, pourquoi ce choix? C'est vrai, parce que moi, je savais que je voulais un stage en Irlande. D'accord. Et c'était soit... En fait, c'est un stage d'interculturalité. Et donc, le meilleur moyen pour moi d'être confrontée à cette interculturalité et d'en faire quelque chose de cool. Je voulais pas être jeune fille au père. Je voulais pas garder des enfants ou simplement travailler. Il y avait des gens qui avaient une serre. J'ai trouvé que le côté, même si j'adore les plantes au final maintenant, mais je trouvais que le côté animaux avec un kangourou, avec des lapins, avec des serpents, avec des furets, avec plein d'animaux au final assez exotiques qui n'étaient pas forcément d'ailleurs adaptés au climat, mais bon bref. Ça accomplissait en tout cas ce que moi je voulais à l'époque. En termes de voyage interculturel, où on est intégré à une communauté, à une famille, et c'était vraiment bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore des liens avec cette famille? Alors plus trop, mais dans les années après mon passage chez eux, on était quand même toujours en contact. Super. Ça crée du lien, c'est... Ah oui, et puis surtout, c'était ce qu'on appelle du woofing. Donc le woofing, on est nourri, logé, blanchi chez l'habitant. On travaille chez eux également. C'est principalement des fermes en fait, ouais, des fermes ou des serres. Il y a ou également travailler aussi dans des gîtes de vacances, des choses comme ça. Mais simplement tout ce qu'on a à faire, c'est arriver en fait, payer notre billet d'avion et être là. On n'est pas payé, mais on est nourri, logé, blanchi.
c'était quoi la cadence de travail à peu près? C'était un réveil 6 h et fin de travail à 15 h. Et ça te laissait du temps quand même pour... Oui, pour lire, pour regarder des films, pour aller me balader à Kittimar. Enfin, c'était vraiment bien. Après, par rapport à d'autres woofers, on travaillait beaucoup, a priori. Voilà, normalement c'est 4 heures de travail par jour. Et le reste du temps, à la plage, en Irlande. J'étais pas... Non, j'étais dans les Landes, j'étais pas au bord de la mer, mais d'aller visiter, c'est vraiment bien. Ok, super. Donc premier voyage en Irlande, et tu m'as dit que tu en as fait plusieurs des voyages. Oui, après, en cycle ingénieur, je suis partie en Corée du Sud. Waouh. Oui, dans une belle université qui s'appelle Cookmin. Et là-bas, du coup, j'étais déjà en cycle ingénieur, donc j'ai suivi des cours plutôt orientés matériaux, puisque c'est là d'ailleurs que j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire après. D'accord. Mais avec un mode de vie complètement différent de ce qu'il y avait déjà en France métropolitaine et encore plus en Guyane. Donc déjà avec la famille, il y avait 12 heures de décalage avec la Guyane. Donc il était 7 h là-bas pour moi, il était 19 h ici. C'est d'une certaine façon quand même assez pratique pour les appels. Et sinon, en termes vraiment de mode de vie, Séoul ne dort vraiment jamais. Tu étais à Séoul, ok. Oui, j'étais à Séoul et j'habitais dans le quartier un peu artistique et des boîtes de nuit qui s'appelle Hongdae. Hongdae. Ouais. Ok. Et alors en Corée du Sud, on parle le mandarin? Non, on parle coréen. On parle coréen, ok. Ouais, donc je prenais des cours de coréen directement là-bas. Donc je sais lire, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. Enfin, je sais dire où est le restaurant et une réduction s'il vous plaît. Voilà. Exactement, pour les négociations dans la rue. Mais ouais, j'ai appris à parler coréen et maintenant je pourrais lire, même si je ne sais pas ce que je lis. Et comment est-ce qu'on dit bonjour, comment ça va en coréen? Ouais, alors je sais dire bonjour, je sais pas dire comment ça va. D'accord. C'est annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oui. Ok. Top, top. Et l'expérience là-bas, les gens, comment ils sont, les échanges avec eux? Alors Séoul, il y a le côté grosse capitale, avec plein de gens, le côté qui ne dort jamais. Donc vraiment des personnes dans la rue, des magasins ouverts 24 h sur 24. Il y a toujours de l'activité. Si tu sors à 3 h du matin, tu as toujours une petite mamie qui vend dans sa caravane pas très loin. Les boîtes sont ouvertes en pleine semaine. Donc avec des gens dans la rue vraiment tout le temps, des gens qui sortent de boîte tout le temps. Et ça c'est le côté, on va dire, grosse capitale, on va dire, avec aussi des entreprises, beaucoup de choses. Et un côté très aéré, avec parce qu'il y a des montagnes en plein milieu de la ville. Donc il y a toujours le moyen, mon école d'ailleurs, mon université était au sommet d'une montagne. Donc il fallait marcher beaucoup pour y arriver. Mais toujours la possibilité de s'évader, d'aller faire une marche, d'aller faire une randonnée, vraiment de s'évader. C'est très beau, très vert et en même temps très industrialisé. D'accord. Et entre-temps, est-ce que tu as fait, donc ça c'est tes 2 voyages durant ton parcours, est-ce que tu en as fait d'autres? Après c'était des voyages perso, plutôt en Espagne, en Belgique, en Allemagne. Je sais que tu as fait un voyage où tu étais en retraite très éloignée, c'était où? C'était au Pérou et là c'était par contre à la fin vraiment de mon cycle ingénieur, donc dernier stage chez Safran Aeroduct System. Je voulais prendre vraiment le temps de faire une coupure, donc c'était de base, enfin pas une gap year mais une gap 6 mois. Okay. Je devais partir 6 mois, ouais, 6 mois de césure. 6 mois de césure et après je devais faire un VIE ou revenir travailler en France, enfin, peu importe l'endroit d'ailleurs. À ce moment-là, et j'ai donc choisi de faire ma gap year, mon année de césure au Pérou, en tout cas pour commencer. Donc j'étais pas sûre toujours de vouloir travailler dans l'ingénierie mécanique à la fin. Beaucoup de doutes à ce moment-là. Beaucoup de doutes. Et donc j'ai choisi de partir en voyage humanitaire, solidaire. Et pour installer des hydroliennes, donc c'est des éoliennes mais qui fonctionnent avec le courant d'un fleuve. Okay. Pour un village amérindien au cœur de l'Amazonie. Amazonie péruvienne. Amazonie péruvienne. Voilà. Ok. Et est-ce
Est-ce que c'est une technologie qui pourrait être applicable en Guyane? C'est déjà appliqué en Guyane, enfin appliqué. Non, pas concrètement. En tout cas, il y en a encore quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui existent en Guyane. Du côté de Camopi, il y a des hydroliennes. Mais là, le projet, on va dire, assez innovant d'hydrolienne qui est en construction, en développement encore en Guyane, il est d'ailleurs mené par, il me semble, les forces armées. Ça s'appelle Amazon Hydra Force ou Turbo Force, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment des mini hydroliennes qui vont fournir d'assez faibles puissances pour les communes où elles sont installées. D'accord, super. Oui. Et donc tu fais cette année enfin c'est 6 mois de césure Ah non, ça devait être 6 mois, mais ça a fait 2 mois. Pourquoi? À cause du Covid, parce que je suis partie au Pérou le 5 mars 2020. Donc le temps d'arriver à Puerto Miguel, le village, on était déjà, je crois, je suis arrivée le 6, on était peut-être le 8, 9. Et le 15 mars, confinement général. Le 16 mars, les frontières étaient fermées. Donc j'étais coincée au Pérou, dans mon petit village. Comment tu t'en es sortie? Je suis pas partie tout de suite. Je suis restée 1 mois parce que je venais d'arriver, j'avais pas forcément envie de repartir. Et c'est vrai que dans le village où j'étais, on était à 2 heures de bateau de la ville la plus proche. On était quand même assez isolés. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une partie ou la totalité du confinement, en tout cas là-bas, avec les habitants. J'étais avec d'autres personnes qui venaient, elles, de Grenoble, par contre, d'une autre école d'ingénieurs. Et qui avaient également leur mission, donc des cours d'anglais. Il y en a aussi qui travaillaient avec moi aussi sur l'hydrolienne. Et puis au final, on est resté, on a vraiment très bien sympathisé, parce que de base je devais faire 3 mois avec eux, 3-4 mois avec eux, et après partir faire un tour d'Amérique du Sud en fait. Et on a bien sympathisé, la proximité, la promiscuité oblige. Et donc on est resté quasiment tous 1 mois. Donc on allait souvent dans le village, enfin souvent entre guillemets, parce qu'on appliquait quand même les règles de distanciation physique, pas sociale. Et puis voilà. Hein. Donc on allait dans des chakras, donc c'est des abattis où on plantait du manioc, on plantait des dachines. Ça s'appelle comment, des chakras? Des chakras, ouais. Et puis voilà, c'était très sympa. Il y en a qui ont été à la pêche, d'autres à la chasse. On prenait des cours de dessin. C'était un autre mode de vie. Et aujourd'hui, parce que je vois que tu as fait tu as eu beaucoup d'expériences dans des endroits qui sont un petit peu reculés de la ville et entre guillemets du monde. Du monde, quand je parle de monde, je parle en termes de nombre de personnes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement et qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement? J'avais jamais remarqué ça. Jusqu'à ce que tu le dises. Alors c'est sûr que j'aime beaucoup voyager. Et j'aime bien découvrir d'autres cultures. J'aime bien même en fait faire partie un petit peu du quotidien des endroits dans lesquels je vais. Et le fait par contre d'être un peu éloigné du monde, enfin mis à part l'expérience du coup à Séoul, ça permet quand même de garder le contact avec la nature, parce qu'au final le fil conducteur ça a toujours été la nature, et même en Guyane, je pense que c'est ce qui m'a toujours beaucoup motivé, et le côté tranquille aussi. On n'est pas tout le temps en train de stresser, le mode de vie est en général plus agréable, puis on tisse vraiment de vrais liens avec les gens. Il y a moins d'artifice en tout cas. Ouais, voilà. Ok, super. Et donc, tu es diplômé, qu'est-ce qui se passe après? Tu as fait tes 6 mois qui se sont transformés en 2 mois de césure. 2 mois, enfin un mois du coup, un mois village, 1 mois pour Puerto Miguel, et après 1 mois de galère de rapatriement. Oui, parce que j'avais suivi ça sur les réseaux sociaux un petit peu, les forces armées. Oui. Oui.
Oui, oui, c'était sportif. Ah, c'était sportif. Oui. Tu Nous, racontes ça de façon décontractée, mais... Oui, non, sur le moment quand même, c'était stressant. Enfin, non, parce qu'on réalise pas tout de suite en fait. C'est après, je pense qu'une fois que je suis arrivée en Guyane, j'ai posé mes valises chez moi et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'était fatigant. J'imagine. Qu'est-ce que c'était épuisant quand même. Mais c'était vraiment une super expérience parce que du coup j'étais dans un village à 2 heures de bateau de la ville la plus proche, qui était elle-même à je crois 3 heures, c'était quoi, 2 heures, non 3 heures de route, c'est ça, de la grande ville, de la capitale la plus proche qui s'appelle Iquitos. Ouais. Et Iquitos, du coup c'est relié à Lima qui est la capitale du Pérou, soit par bateau, mais il n'y avait plus de liaison fluviale, soit par l'avion. D'accord. Il n'y a pas de route. Donc on a bien fait je crois 2 semaines à Iquitos à attendre que l'ambassade de France, une autre ambassade européenne nous trouve une solution. Et au final, c'est le gouvernement péruvien qui nous a affrété un avion militaire pour nous ramener à Lima. Et là par contre à Lima, 3 semaines à attendre dans un hôtel. Et là, choc on va dire total, parce que plus je me rapprochais de Lima et donc de la France et de la Guyane par la suite, et plus je m'éloignais de la tranquillité amazonienne. Déjà il y avait des supermarchés avec des gens. Donc je sais que j'ai fait une crise de panique dans un supermarché à Iquitos à un moment. Vraiment genre une grosse montée de stress parce que trop de gens partout. Alors que on allait un peu dans un carbet où il y avait quelques trucs à vendre, quelques trucs à acheter pour les besoins du quotidien. Et vraiment, c'était le passage du petit carbet au vrai magasin qui a été, je pense, qui m'a fait réaliser quand même que vraiment on partait. Et après, on est passé au supermarché carrément, quoi. Là, c'est un autre... Au grand supermarché où déjà les fruits, les légumes, tu sais pas d'où ils viennent, alors que à Puerto Miguel on allait les chercher au Chakra. Et puis plein de gens, et puis plein de choses qui viennent de l'étranger. Donc là il y avait du fromage, enfin complètement différent. Okay. Voilà. Mais ça a été un choc, et en même temps c'était une bonne chose puisque je rentrais chez moi. Ça voulait dire qu'une seule chose, c'était que je rentrais en Guyane. Le retour à la maison. Ouais, le retour à la maison. Et du coup, retour à la maison. Bon, je suis rentrée en juin, je crois, non, en mai. On m'a confiné. Voilà, logique. Et le confinement commençait en Guyane d'ailleurs. Enfin, pas le confinement, mais les couvre-feux. Oui. Voilà, je suis arrivée le jour où les couvre-feux commençaient. C'est ta faute. Voilà, en France par contre, je suis arrivée le 15. Tout le monde était libre. Parce que j'ai plein de copains qui sont venus me voir à l'hôtel où j'étais confinée. Et on pourra couper ça au montage. Arrivé en Guyane, couvre-feu. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà. Ok, arrivé en Guyane, couvre-feu. Très bien. Et donc tu es en Guyane pendant le couvre-feu. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période? Et quelle est la suite pour toi? J'ai vraiment ressenti le besoin de reconnexion avec la nature. Donc j'ai construit un potager. Ça a été ça, mais puis reconnexion familiale aussi. Mais ça a été notre activité à mon père, ma soeur et moi pendant à peu près un mois et demi, quelque chose comme ça. Et on a construit notre potager. J'avais pas encore envie de travailler, mais ça commençait à stresser ma mère. Donc il a bien fallu faire quelque chose. J'ai bien réalisé que j'avais pas du tout envie de travailler dans l'ingénierie mécanique, ni dans les matériaux, et puis j'avais du mal aussi à trouver vraiment des débouchés en Guyane, mine de rien. Donc il y en avait, mais je suis tombée sur quelques entreprises, mais qui m'envoyaient quand même plutôt vers les Antilles. Et mine de rien, partout où je postulais, c'était dans le secteur de l'énergie. Mais comme j'avais pas le diplôme qu'il fallait, donc souvent c'était
pour moi en tout cas pas assez rémunéré. Et pas forcément... Enfin si, non, c'était quand même très intéressant comme offre, mais c'était juste pas assez rémunéré. Donc pour avoir la légitimité qu'il fallait pour travailler dans le secteur, j'ai choisi de me reconvertir pendant 1 an à l'université de Guyane. Et donc j'ai fait une année de master 2 en énergie renouvelable. Et là j'étais en alternance à Kourou, donc je faisais l'aller-retour tous les jours. Dans quelle entreprise? Chez Albioma. Ok. Voilà, donc Albioma Solaire Guyane. Qu'est-ce que vous faisiez? C'était principalement du développement de projets solaires. Donc Albioma en fait, ils ont actuellement la plus grande centrale solaire des Antilles Guyane à Kourou. Je pense que vous pouvez aller la visiter. Je fais de la pub. Il faut. Oui, non, mais moi je fais de la pub parce que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler là-bas. Et donc moi j'étais pas sur cette partie-là puisque la centrale elle est déjà en exploitation depuis à peu près 11-12 ans. Mais par contre c'était moi j'étais plus sur le développement de d'autres projets, donc plutôt en toiture. Donc il faut savoir que si vous avez une grande toiture, on loue la toiture, on met des panneaux solaires et on vous verse un loyer. Mais donc mais ça c'est bon ça. Non, ouais, c'est ok. une info en or, ok, parce que tout le monde n'est pas au courant. Oui, c'est vrai. Donc si vous avez une grande toiture, il y a des entreprises comme Albioma du coup qui peuvent louer la toiture, mettre des panneaux solaires dessus. C'est eux qui sont en charge de la maintenance, de l'entretien. Et par contre, ils vous versent un loyer tous les ans, je crois. Donc en fonction du tarif de rachat d'électricité avec EDF, puisque le client c'est EDF. Et puis voilà, moi du coup il fallait gérer tout ce qui était offre, tout ce qui était prédimensionnement, design de la centrale. Il y a un clown. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de jongler un clown. Ok, bon bref. Et après ça passait par faire les plans, etc. Et du développement de centrales un peu plus grandes, donc par contre qui occupaient des surfaces au sol beaucoup plus grandes, donc on parle de plusieurs hectares. Et là par contre il y avait tout un processus d'autorisation administrative avec des études environnementales à commander, des discussions avec les services d'État, donc la DGTM, et puis des discussions avec EDF au niveau de tout ce qui était tarif de rachat d'électricité, savoir les plannings pour les raccordements parce que c'est EDF qui font les raccordements, les travaux de raccordement pour les lignes électriques, etc. Et voilà. D'accord. Donc alternance chez Albioma qui se déroule très bien, vous avez entendu l'info. Si vous voulez mettre des panneaux solaires sur vos toitures et être rémunéré pour cette opération, contactez Albioma. Exactement, contactez Albioma. Tout à fait. Et par la suite, qu'est-ce que tu fais? À l'issue de mon master, j'ai trouvé quasiment en fait tout de suite mon poste chez Hydrogène de France. Donc là c'est aussi une boîte qui développe des centrales électriques, mais là c'est des centrales électriques d'un nouveau genre, parce que les centrales électriques, on va dire solaires classiques, elles doivent elles ont affaire en fait à ce qu'on appelle l'intermittence. Donc concrètement, il fait chaud, il y a du soleil, il y a de l'électricité, la nuit il n'y en a pas. Okay. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met du stockage pour permettre d'avoir de l'électricité un peu plus longtemps et pour aussi lisser un peu la production électrique, parce que s'il y a un nuage, ton panneau solaire il peut arrêter de produire ou quoi. Donc là le stockage, souvent c'est des batteries, il prend le relais et il va te permettre d'assurer quand même tout en continu la production d'électricité. D'accord. Mais chez HDF du coup, nous on a une autre solution de stockage que l'on combine avec les batteries, c'est de l'hydrogène. Donc on a des panneaux solaires, on a des batteries qui permettent d'avoir de l'électricité qui est injectée sur le réseau très rapidement, quasiment immédiatement. Et on a l'hydrogène qui là va permettre d'avoir vraiment de l'électricité en continu pendant la nuit. Alors est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que l'hydrogène? Ok, donc l'hydrogène c'est un élément chimique. C'est l'élément d'ailleurs chimique qui est quasiment le plus répandu au monde et c'est aussi le plus léger. Okay. Mais sur Terre, l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel, enfin pas à l'état pur en tout cas.
il est toujours combiné avec autre chose. Donc il est combiné avec de l'oxygène pour faire de l'eau, ou il est combiné avec du carbone pour faire des hydrocarbures. Mais oui, Jamy. Je me suis sentie comme lui. Je me suis sentie vraiment comme dans Ses pas sorciers. Merci pour ce petit cours. Non mais ok, top. Et donc c'est ce que vous exploitez avec Hydrogène de France. Voilà, donc nous, Hydrogène de France, on fait vraiment des centrales renouvelables. L'électricité qui va sortir des panneaux solaires va alimenter le réseau électrique, les batteries et ce qu'on appelle la chaîne hydrogène. Et dans la chaîne hydrogène, il y a en fait en gros parce que c'est peut-être compliqué, on casse des molécules d'eau. L'oxygène est libéré dans l'atmosphère et l'hydrogène est stocké sous forme de gaz. Ça, c'est pendant la journée, du coup. Et pendant la nuit, ce qu'on appelle une pile à combustible, une pile à hydrogène, va recombiner l'air, donc l'oxygène, et l'hydrogène pour faire de l'eau et de l'électricité. Est-ce que tu peux reprendre cette partie, s'il te plaît? Vraiment? Ouais, j'ai pas bien... Ok, donc pendant la journée, l'électricité des panneaux solaires alimente le réseau électrique. Ok, mais on a en fait mis beaucoup de panneaux solaires, c'est surdimensionné, pour alimenter aussi des batteries et la chaîne hydrogène. Dans la chaîne hydrogène, on casse des molécules d'eau, H2O. On récupère l'H2 qu'on stocke. L'oxygène, donc le O, il est libéré dans l'atmosphère. De toute façon, on le respire. Et la nuit, une pile à combustible, une pile à hydrogène, recombine l'oxygène de l'air et l'hydrogène que nous on a stocké pendant la journée pour faire de l'eau et de l'électricité. Donc c'est des réactions où il y a des échanges d'électrons et c'est les échanges d'électrons qui font le courant électrique. Ok, c'est beaucoup plus clair, merci. Ouais, c'est vrai. Cool. Merci. Ok. Et aujourd'hui, quelle est ta mission chez Hydrogène de France? Oui, alors là je suis responsable du coup de la filière en Guyane. Donc en HDF, il y a depuis 5 ans à développer la plus grande centrale solaire avec stockage à hydrogène vert du monde d'ailleurs, qui est à Mana, qui s'appelle la CEOG. Donc en Guyane, il y a beaucoup... en Guyane. Ouais, il y a beaucoup de premières mondiales en Guyane. Hein. Il y a beaucoup de plus grands, beaucoup de premières mondiales. Mais on n'est pas forcément toujours au courant de tout. C'est génial. Ouais. Et donc moi, pour HDF en tout cas, j'ai un rôle un peu de supervision et d'appui pour cette centrale-là. Voilà. Mais j'ai aussi pour mission de développer les futures centrales comme celle-là. Donc là, c'est beaucoup de discussions avec des propriétaires terriens, des propriétaires fonciers. Si vous avez 100 hectares, je prends. Voilà, pour la location ou de l'achat, je prends. Et aussi discussion avec des services instructeurs, donc des services de l'État, mais également avec des entreprises guyanaises, parce que une centrale comme ça se construit pas tout seul. En Guyane, il n'y a pas forcément les compétences qu'il faut pour assurer vraiment des projets aussi gros, parce que nous, on a vraiment la vocation de faire de grosses centrales électriques. Donc, on est quand même un petit marché avec pas forcément tout le monde qui est... il n'y a pas forcément les compétences en local, mais on a vraiment la vocation de créer des filières de formation pour recruter au max en Guyane, quoi. Et il faudrait recruter et former sur quel segment de l'activité? Un chantier comme des chantiers aussi gros, il y a plein de corps de compétences dans le génie civil, dans la défriche, dans tout ce qui est électricité, courant faible, courant fort pour les panneaux solaires. Puis après, il y a toute la partie fluide, process avec instrumentation, avec l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, il y a besoin d'avoir des systèmes de sécurité qui sont quand même très développés. Parce qu'il y a quand même des risques, on ne se ment pas. Il y a des risques, mais il faut avoir des personnes capables en fait de gérer tout ça. Mais dans une centrale comme ça, il y a quand même majoritairement, tout est automatisé. Tout est majoritairement automatisé. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin d'avoir quand même des personnes qui comprennent tous ces automatismes-là. Ok.
Donc globalement, il faut des personnes qui sont fortes en mécanique, fortes en électricité, fortes en instrumentation, ça c'est tout ce qui est capteur, et fortes en automatique. Donc vous allez... Il y a une volonté de... Automatisation. Merci. Il y a une volonté de former par la suite. Oui, et puis d'avoir des partenariats vraiment concrets avec l'université ou l'IUT, sachant que l'IUT, ils forment déjà une partie de leurs élèves sur des problématiques comme celle-là. C'est super ça. Ouais. Donc après, il y a le master qui permet vraiment de former plutôt les ingénieurs. L'IUT, c'est plutôt les techniciens. Mais on a vraiment besoin d'avoir tout le monde sur le terrain. Et vu que vous n'avez pas la compétence aujourd'hui en local, comment est-ce que vous avez des partenaires divers et variés qui sont hors de Guyane? Oui, quand même. Mais là, maintenant, le montage des panneaux solaires, ça arrive pour à peu près dans 1 an. Donc on est encore en train de chercher vraiment en Guyane. Mesdames, messieurs, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut entrer dans ce champ d'action, il faut être prêt à s'installer dans l'Ouest. Faut quand même à peu près 200 personnes. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a une véritable industrie, ça crée de l'emploi et c'est bénéfique pour le territoire. Ah oui, et vraiment, le domaine des énergies renouvelables en Guyane, surtout le solaire, c'est vraiment en développement. Et dans l'Ouest, il y a nous et il y a 2 autres gros projets structurants qui arrivent également un petit peu après. C'est les mêmes compétences qui seront demandées. Donc sur les 5-6 prochaines années... On va dire plutôt sur les 10 prochaines années. Sur les 10 prochaines années, il y a à faire dans le domaine de l'énergie. Donc là, on parle uniquement de ces projets-là, mais il y aura d'autres projets encore. Donc c'est sûr que c'est un secteur qui va être très porteur. Exactement. Génial. Et puis, je t'interromps, pardon, mais aussi tous les secteurs annexes. Par exemple, tout ce qui est réglementation environnementale, les études pour mener les études faune-flore. Si vous aimez la nature, si vous aimez aller dans la nature et que peut-être que vous souhaiteriez en faire votre métier, ça peut être une opportunité. Parce qu'il y a énormément de réglementation en Guyane, la biodiversité est hyper riche, mais du coup les contraintes sont encore plus élevées, sont d'autant plus élevées qu'on a besoin vraiment de personnes compétentes et qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément d'entreprises, il n'y a pas énormément d'écologues qui sont capables de mener des études comme ça. Les panneaux solaires, on est en Guyane, le taux d'humidité est hyper élevé, il y a la petite mousse là qui vient se poser sur la surface supérieure et qui va baisser la production d'énergie. On a besoin d'entreprises qui sont capables de nettoyer les panneaux solaires. Là, il y en a en Guyane aujourd'hui, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord, ok. Donc il y a vraiment plein de secteurs un peu annexes, de bureaux d'études, de conseils, de ci, de ça, qui sont à développer. Les gars, les filles, il y a du business à faire. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Il y a du business à faire. Ok, top. Et aujourd'hui, tu es sur un secteur très porteur. Tu es à la tête d'une entreprise qui structure des projets en Guyane, qui développe la Guyane. Tu es guyanaise, tu es parti étudier, tu es revenu. Est-ce que ça a été compliqué ce retour après avoir vécu dans l'Hexagone? Le retour au pays, est-ce que ça a été compliqué? Ah, pas du tout, hein. Parce que... pas du tout. Parce que moi, après le Pérou, j'étais vraiment fatiguée. Donc j'avais vraiment besoin de rentrer chez moi. Donc c'est vrai qu'au début, c'était plutôt vacances. Mais moi, j'ai eu la période de transition de la vie universitaire en Guyane, à Cayenne. Avec du coup un pied quand même dans le monde du travail avec l'alternance à Kourou. Ok. Donc moi, c'est vrai que ça a été... j'ai pas galéré à trouver ni du travail après, ni mon alternance, ni l'université. Enfin, ça s'est vraiment passé de façon très fluide. Et aujourd'hui, j'ai commencé par dire au tout début que tu es un rôle modèle, parce que oui, tu es un rôle modèle, parce que tu réalises des choses d'exception et des choses exceptionnelles. Et aussi, tu as reçu plusieurs distinctions. Est-ce que tu peux nous en parler?
j'en ai pas reçu plein. J'en ai pas reçu plusieurs, j'en ai reçu une. D'ailleurs, c'était la semaine dernière. Oui, donc je suis considérée comme jeune talent d'outre-mer. Non, si vous, on applaudit. Applaudissez derrière votre écran, on applaudit. Jeune talent d'outre-mer, récompensé par le comité d'action sociale, j'ai oublié les autres mots, Casodome. Donc pour mon parcours scolaire et universitaire qui est jugé excellent. Voilà. C'est top. Où est-ce que ça s'est déroulé? Comment ça s'est déroulé? Ouais, voilà. Le monde veut savoir. Oui, donc ça s'est passé jeudi dernier, le 15 septembre, au Quai Branly à Paris. On était 52 lauréats sur l'ensemble des Outre-mer, vraiment. Donc il y avait des personnes de Martinique, de Guadeloupe, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, voilà, de partout. Et dans plein de domaines. Donc moi j'étais dans le domaine de l'ingénierie, mais il y avait des domaines orientés médecine. C'était quoi, peut-être il y avait du droit, il y avait tout ce qui était ressources humaines, entrepreneuriat, enfin énormément de catégories, et j'ai pu rencontrer du coup des personnes vraiment avec des parcours exceptionnels, vraiment beaux et vraiment très très inspirants. Donc moi après j'étais jeune talent parce que je suis diplômée depuis moins de 2 ans, mais il y a des talents confirmés qui, eux, ont voyagé dans le monde, ont développé leurs entreprises, qui sont reconnues mondialement aujourd'hui. Et vraiment côtoyer ces personnes-là, et puis savoir que je suis un peu sur leur voie, c'était vraiment très gratifiant. Voilà. C'est top, félicitations. Merci. Et on te souhaite encore plein de succès de la sorte. C'est une des distinctions. Mais j'ai parlé de distinction, mais je considère que c'en est une aussi. Tu es intervenu à Sciences Po. Oui, j'ai fait mes devoirs. Oui. Je fais mon travail. Oui, du coup, je suis intervenue à la chaire Outre-mer de Sciences Po Paris. C'était à une table ronde pour parler de l'excellence vue des Outre-mer. Donc, il y avait les élus académiques de Guyane qui étaient à Sciences Po, enfin qui étaient il y a un partenariat apparemment entre la Guyane et Versailles. D'accord. Voilà. Donc les élèves de Versailles, les élus de Versailles sont venus en Guyane, je crois l'année dernière. Ils ont visité, et puis il y avait des thèmes, voilà. Et ceux de Guyane du coup sont partis à leur tour en avril-mai à Paris, et ils ont visité du coup l'académie de Versailles. Ils ont fait des monuments, ils ont fait des concours d'éloquence, enfin c'était vraiment ils ont eu un très très beau voyage, et qui s'est terminé du coup le dernier jour par la restitution de tout ce qu'ils avaient vu et tout ce dont ils avaient discuté. Et moi je suis intervenue du coup sur la table ronde l'excellence vue de l'outre-mer et vue de l'Hexagone. Et aujourd'hui, l'excellence vue de l'outre-mer pour toi, c'est quoi? Waouh, la question est difficile. Je n'ai jamais dit que ce serait simple. C'est vrai. L'excellence vue de l'outre-mer, c'est j'ai pas envie de dire se donner les moyens, mais c'est ne pas s'interdire de rêver et de viser loin. Voilà pour moi. Et peu importe ce que vous faites, soyez fort. Voilà. Punchline. Ah oui. Punchline. Peu importe ce que vous faites, qui est légal, soyez fort. Là dans ma tête, je suis en train de me dire, elle n'a pas dit ça. Non, mais parce que ça peut être interprété de tellement de façons. Oui. Non. Voilà. Soyez fort, battez-vous, et ouais, soyez là où on ne vous attend pas aussi. Ça c'est important. Ouais. Ok. Oui, y compris parfois les membres de la famille. Parce que même si tout le monde soutient sans comprendre, il y a quand même toujours les craintes parfois des parents qui peuvent influencer. Tout à fait. L'environnement proche influence forcément, et ça peut être
positif ou négatif. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, Chris, merci. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager avec notre audience, toutes les personnes qui vont t'écouter et qui vont découvrir ton super parcours? Soyez fort dans ce que vous faites. Il n'y a que ça. Soyez fort. À très vite.